Je crains que la deuxième hypothèse soit plus pertinente que la première. Je le crains, je m'en réjouis pas du tout, mais je le crains. On a une classe politique qui aujourd'hui ne se rend pas compte qu'on a changé de monde politique. Si vous voulez, les choses étaient simples jusqu'à maintenant. Il y avait une 5e République, ou bien, il y avait deux situations possibles. Ou bien le président avait une majorité, c'était très simple, on l'a vu avec François Mitterrand, on l'a vu avec tous les présidents de la République, ou bien il n'avait pas de majorité, mais c'était clair, il y avait une opposition avec un chef de l'opposition, la cohabitation, on nommait le chef de l'opposition. Là, ça a totalement changé. On n'a ni l'un ni l'autre. On a en effet des oppositions qui sont capables de se mettre d'accord simplement pour dire non, mais qui sont incapables de dire oui à quoi que ce soit. On le voit, le RN et les filles et la gauche, de quoi ils accouchent aujourd'hui? Eh bien de rien. De désaccords. Et puis on a en effet un bloc, alors on appelle ça le socle, enfin on cherche toujours des termes pour inventer quelque chose qui soit un peu pertinent. Ce qui reste est compliqué parce qu'il y a à la fois des opposants, comme les LR d'hier, qui étaient opposants, et la majorité du président avec Ensemble. Donc les choses sont extrêmement complexes, et là, à ce moment-là, on est en train de découvrir vraiment que la Ve République, ça peut être aussi un vrai régime parlementaire, comme la plupart des démocraties en Europe en connaissent. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces démocraties parlementaires? Eh bien, c'est très souvent le cas, il n'y a pas de majorité absolue dans la plupart des démocraties parlementaires en Europe. Et ça ne crée pas la crise que l'on connaît en France. Pourquoi? Parce que les gens se mettent autour d'une table, discutent, mais attention, ça dure longtemps, ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer 1 an, même parfois, et pendant ce temps-là, comme ce qui se passe en ce moment, c'est le gouvernement qui est en place, qui expédie les affaires courantes. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans ce tempérament. On n'a pas encore ce tempérament. On voudrait que, c'est ça, allez, en quelques jours, on accouche. Alors on cherche avant tout, d'ailleurs, ce qui est très caractéristique, on cherche un nom. Alors qu'il faut chercher une coalition d'abord. Et puis on verra l'homme ou la femme. Ça change un tout petit peu, là, Pascal Perrineau. Oui. On dit, il y a le casting. Bon, Michel Barnier n'a pas eu le temps de discuter avec son fameux socle, de discuter du programme ou des lois qui pourraient être mises en œuvre, ou même du contenu du budget. Ça a été vite. Cette fois, il faut faire autrement. Il faut discuter effectivement d'une possibilité d'accord sur un certain nombre de mesures, de lois, de dispositifs. On dit comme on veut, afin effectivement d'avancer et de gagner quoi? Tenir 6 mois avant les prochaines... un CDD. Est-ce que c'est jouable? Parce que ce que vous dites est juste. On entendait aussi hier, effectivement, Olivier Faure dire on va discuter du fond. Mais discuter du fond, ça prend des semaines. C'est pas en 3 jours qu'on y arrive. Tout à fait. Ça, on n'y arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir un contrat d'objectifs. Ce qu'on appelait jadis, vous savez, un contrat de gouvernement. C'est-à-dire, on prend 5 ou 6 dossiers qui semblent particulièrement importants et on se dit, dans les 6 mois, voilà quelle est la feuille de route du gouvernement. Ça, c'est le premier signal. Ça devrait être possible. Deuxièmement, on se dit de manière raisonnable, il faut que la France ait un gouvernement pour éviter la glissade. Parce que, écoutez les hommes raisonnables aujourd'hui, qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs, ils vous disent tous tout de même attention à la glissade. On est sur la pente descendante et ça peut aller encore plus bas. Il ne s'agit pas d'être au fond du trou et de continuer à creuser. Vous voyez, il faut arrêter de creuser et essayer d'arrêter la glissade. Et le jour où il y aura un gouvernement, même si c'est un gouvernement sur 5 ou 6 objectifs, pour 6 mois, on évite la glissade économique, financière, sociale qui nous guette. Qui nous guette. Alors... Oui, j'ai une petite question, Pascal Perrineau. Sur le plan tactique, on a le sentiment que la partition qui est en train de jouer le chef de l'État, c'est de chercher à tout prix à neutraliser les extrêmes, droite avec le RN et gauche évidemment avec la France insoumise. D'abord, est-ce que c'est votre lecture et est-ce que c'est probable? Oui. L'effort de neutraliser les extrêmes, ça n'est pas nouveau chez le président de la République, mais je crois qu'il faut mettre, et vous le voyez bien que lui-même a lancé une invitation à LFI. C'est LFI qui a refusé. Oui. Il faut au moins que le président de la République, qui représente toute la diversité de la nation, donne la parole
à LFI. Qu'est-ce que LFI, dans ce chaos, ce désordre politique, a à dire? Qu'est-ce que le RN a à dire? On s'insurge en disant, voilà, Michel Barnier, de temps en temps, décrochait son téléphone pour téléphoner à Madame Le Pen. Mais qu'est-ce que ça a de choquant? C'est le minimum. Je rappellerai tout de même que le groupe parlementaire le plus important à l'Assemblée nationale, c'est le groupe du Rassemblement national. Alors justement, Marine Le Pen a changé de stratégie. Elle qui, depuis des années, creusait son sillon, finalement, avec cette stratégie de la cravate et qui vraiment essayait de se présenter comme le parti de l'ordre, a voté la censure et donc peut-être créé le désordre. Est-ce qu'à long terme, elle ne va pas le payer ? Elle peut le payer, parce que, si vous voulez, vous faites référence à la stratégie de la cravate, qui était constante. Les hommes et les femmes du Rassemblement national étaient devenus des hommes et des femmes de bonne volonté, même de très bonne volonté. Et maintenant, au fond, c'est la stratégie du nœud coulant qui a succédé à la cravate, quoi. On étouffe tout gouvernement qui émerge. Attention, ça peut coûter cher, surtout quand on veut se présenter comme le parti de l'ordre républicain. Là, ça fait un peu désordre, comme on dit. Et on le voit. Je regardais attentivement le dernier baromètre de l'Institut Véran pour le Figaro Magazine. Et je constatais, le terrain a été fait du 1er au 3 décembre. Vous voyez, en pleine crise. Et c'était très intéressant de voir que tous les dirigeants du Rassemblement national perdaient entre 2 et 4 points. Donc, il y a là, si vous voulez, moi je suis toujours assez attentif aux signaux faibles. Là, il y a un signal faible qui pourrait devenir, pour le Rassemblement national, un signal fort. Mais n'aurait-elle pas plus perdu si elle n'avait pas censuré ? Est-ce que c'était pas en fait 2 mauvais choix et elle a fait le moins mauvais? Oui, mais vous savez, la politique, c'est toujours choisir entre 2 mauvais choix. Voilà, il n'y a pas le jour et la nuit. Bon, voilà. Là, je crois, mais je peux me tromper. Je crois qu'elle n'a pas fait le bon choix parce que sa stratégie était une stratégie cohérente, qui, en plus de ça, était une réussite électorale. Elle était passée de 30 à 40, à 44% des voix au second tour. En 2022, là, une victoire écrasante aux européennes. Vous voyez, cette stratégie était une stratégie payante. Je ne suis pas sûr que la nouvelle stratégie soit une stratégie payante. Bon, alors néanmoins, même si on se met d'accord sur quelques mesures, il faudra bien un homme pour incarner. Et cet homme, ça pourrait être François Bayrou. Vous allez voir que les équipes de LCI l'ont suivi toute la journée et qu'il avait plutôt le sourire aux lèvres. Ce qui est pour moi très important dans le choix du centre, c'est qu'on peut rassembler des gens différents. On peut surmonter les divisions, spécialement quand la situation du pays est très inquiétante. Voilà, François Bayrou, l'homme du centre. Et alors, il y a quelqu'un qui lui a donné un petit coup de pouce hier, c'est le socialiste Bernard Cazeneuve, qui l'a presque adoubé. D'ailleurs, M. Bayrou fera un bon Premier ministre. Mais bien sûr qu'il fera un bon Premier ministre, il a toutes les qualités pour ça. Et il a une expérience politique incontestable, il a exercé des responsabilités dans l'appareil d'État, c'est un homme qui a une expérience d'affaires publiques, donc bien entendu qu'il fera un bon Premier ministre. Pour vous, c'est fait, voilà, c'est François Bayrou. Non, ça n'est jamais fait. Non. Ça n'est jamais fait. Mais là, on a 2 hommes posés, quoi qu'on pense d'eux politiquement. On a 2 hommes posés qui, dans la tempête, gardent le minimum de calme que l'on attend d'un homme d'État. Voilà. Oui, la solution peut venir du centre, parce que, au fond, là, on vient de voir 2 hommes. Bernard Cazeneuve, c'est un homme de centre-gauche, c'est un homme qui a quitté le Parti socialiste, qui est en désaccord avec la NUPES, puis le nouveau Front populaire. Donc les choses sont claires, c'est un homme de centre-gauche, mais c'est un homme qui est capable, en effet, de fédérer bien au-delà de sa famille et qui n'est pas sans arrêt en train de mettre de multiples lignes rouges. Vous savez, là aussi, un nouveau terme. Après le socle, il y a les lignes rouges. Bon. Si l'on écoute attentivement également le patron du MoDem, on a la même sensation. Il ne met pas de ligne rouge. Lui, c'est un homme du centre droit. Il a fait l'essentiel de sa carrière en association avec les droites françaises, mais il a envoyé depuis de nombreuses années, souvenons-nous, entre les 2 tours de la présidentielle de 2007, voilà, il s'était rapproché de la gauche. Mais est-ce que là, Emmanuel Macron n'est pas en train de refaire son bloc ? Oui.
Oui, d'une certaine manière. Alors, voilà, oui. Il peut refaire son Normalement, bloc. après un échec, oui, mais on choisit un parti... Tout est dans l'extension du bloc. Vous voyez, là, si on file, vous aviez un bloc qui était un peu rigide. C'est un bloc auquel il faut donner une certaine élasticité. D'ailleurs, la différence, c'est qu'avant, le Parti socialiste, de manière claire, avec les écologistes et le PC, disait « Barnier, non ». D'ailleurs, Michel Barnier, dans son discours d'adieu, l'a rappelé. Il s'est adressé à Boris Vallon en disant « Vous êtes bien sympathique, mais la première fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, on votera la censure. » Donc les choses étaient claires. Là, le Parti socialiste a évolué. Alors maintenant, la chicaya, si je peux me permettre, c'est la chicaya suivante. C'est un Parti socialiste qui s'efforce de rentrer dans le jeu, mais qui dit « Oh là là, Oresco référence, surtout pas de Premier ministre de droite. » Et puis vous avez les LR qui disent « Bon, nous, on reste dans le jeu, on soutiendra, mais surtout pas de Premier ministre de gauche. » Surtout pas de Premier ministre de droite, surtout pas de Premier ministre de gauche. Je vous laisse tout seul deviner ce qui reste. Oui. Alors, que faites-vous, Pascal Perrineau? Parce que Michel Barnier, vous aviez confié une mission, c'est pas rien. C'est-à-dire, c'est peut-être la clé du comment déverrouiller la vie politique française, c'est-à-dire réfléchir au changement de mode de scrutin et travailler sur la proportionnelle. Voilà, on découvre, si vous voulez, les gouvernements très éphémères. On va découvrir peut-être, avec la mission qui m'avait été confiée, les missions éphémères. Oui. Simplement, moi, je continue. Voilà. Mais le problème est de savoir si, effectivement, la proportionnelle déverrouille ce système, incitera les uns et les autres, comme on espère et qu'on le dit, à discuter et à effectivement conclure des accords et former des coalitions, ou bien c'est un de nos rêves qui va s'effacer. Il ne faut pas trop attendre d'un mode de scrutin. Un mode de scrutin, d'abord, quand on discute mode de scrutin, c'est pas la guerre des religions, il n'y a pas le bon mode de scrutin et le mauvais, c'est toujours plus compliqué que ça. Et donc on peut en changer en fonction de la conjoncture politique et des problèmes que l'on a à débloquer. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, qui est notre mode de scrutin, il était très bien adapté au conflit gauche-droite. Au conflit binaire, voilà, ça amplifie la victoire de celui qui arrive en tête. Bon, très bien. Là, on voit bien qu'on n'est plus dans cette situation. On a 3 et même peut-être 4 blocs à l'Assemblée nationale, donc il faut essayer de desserrer le système. Le desserrer en allant vers une proportionnelle très forte, je crois qu'on peut accentuer le problème plutôt que de le soigner. En revanche, explorer de manière concrète, c'est ce que je fais en ce moment, parce que même si, moi je continue à travailler pour moi, je fais rentrer les résultats des législatives de 2024 dans plusieurs modes de scrutin, pour voir concrètement ce que ça donne. Vous voyez, ce que ça donne avec les Français tels qu'ils sont. Eh bien, on s'aperçoit que des scrutins mixtes, comme celui, par exemple, pour que ça soit clair pour les Français, que l'on a aux élections municipales. C'est-à-dire, c'est un scrutin qui reste de logique majoritaire, mais pour le reste des sièges, une fois qu'on a la majorité, c'est distribué à la proportionnelle. Pascal Perrineau, on sent bien qu'il y a un désarrimage qui est en train de se jouer en ce moment entre le PS et la France Insoumise. Est-ce que la proportionnelle, telle que vous l'avez évoquée, ça peut être une monnaie d'échange? C'est-à-dire, vous désarrimez, vous entrez dans le gouvernement et en échange, on pense à la proportionnelle, vous savez, ça rend des libertés. Regardez ce qui s'est passé aux européennes. On a un cas très clair. Aux européennes, chacun y va pour soi, court dans son couloir de nage. Quelques semaines plus tard, les législatives, et on est dans le nouveau Front populaire. Et peut-être lundi, un nouveau Premier ministre. Merci Pascal Perrineau d'avoir été l'invité de LCI.